Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis. Je ne dis plus députée LFI puisque vous ne l'êtes plus et sans doute pour cause. On va y revenir dans un instant avec la publication de ce livre, La Meute, un livre enquête, choc, qui dit au fond par écrit ce que vous dites tout bas, voire tout haut depuis un petit bout de temps. On parlera aussi bien sûr du budget et de votre vocation peut-être à rassembler toute la gauche. C'est en tout cas votre espoir. Et vous vous dites même pourquoi pas moi pour les prochaines élections. Mais d'abord ce livre, La Meute, il vous a pas surpris? Ce livre, au fond, il explique pourquoi j'ai rompu avec la France insoumise. Parce que je suis fondamentalement attachée à la démocratie et je n'ai pas rompu avec la France insoumise pour des raisons programmatiques. Je partage le programme de l'Avenir en commun. Je suis attachée aussi à la force militante, à l'énergie qui a pu être déployée, suscitée grâce à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et à cet outil politique que nous avons créé. Et je suis également, je me reconnais dans cette gauche bien à gauche. Voilà. Mais la question démocratique et une certaine culture aussi, un profil politique qui est aujourd'hui, depuis un moment d'ailleurs, clivant, ne me permet pas, ne fait que je ne me reconnais pas en fait, parce que ça empêche de gagner et ça empêche de rassembler. Vous dites je suis partie, j'ai rompu, Clémentine Autain, et merci de répondre à mes questions ce matin. C'est votre première réaction depuis la sortie de ce livre. Clémentine Autain, je vous ai souvent reçue ici et j'avoue que vous étiez une des seules à dire officiellement et tout haut, et même avant d'avoir quitté la France insoumise, qu'il y avait un problème de fonctionnement interne, qu'il y avait un problème de démocratie interne au sein de ce parti. Vous dites j'ai rompu. Qui a rompu? C'est une bonne question. Il y a eu une rupture. Parce qu'il n'est pas possible à l'intérieur de la France insoumise de ne pas être d'accord. Les débats stratégiques ne sont pas réglés de façon démocratique. Et donc on nous a souvent dit, mais pourquoi vous ne le dites pas à l'intérieur? Et nous avons souvent dit, mais où est la machine à laver? Et à la fin, je pense que cela se retourne contre nous. Parce que faire l'impasse sur la démocratie et développer une culture qui est une culture viriliste, une culture de l'intimidation, eh bien, peut-être dans un premier temps, ça peut sembler efficace, mais dans la durée, c'est délétère. Et je crois que le XXe siècle nous rappelle à quel point nous ne pouvons pas passer par-dessus bord la démocratie. D'abord, c'est fondamental pour être crédible auprès des Françaises et des Français. Nous défendons pour le pays une exigence de davantage de démocratie. Et donc, je pense que cela suppose que nous soyons nous-mêmes, pour nous-mêmes, capables de montrer que nous sommes celles et ceux qui faisons vivre la démocratie. Il y a des choses très profondes dans ce que vous dites déjà, Clémentine Autain. Lorsque vous parlez d'une forme de virilisme, d'autorité, et que vous faites référence au XXe siècle, on entend risque de dérive autoritaire, totalitaire. Est-ce que c'est ces inquiétudes-là qu'il faut avoir en tête? Justement, j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire quand vous dites le XXe siècle. Vous pensez à quoi? Et je pense que les grandes espérances du XXe siècle, et notamment l'espérance communiste, elle s'est fracassée sur la question démocratique. Donc aujourd'hui, une gauche bien à gauche, à mon sens, elle doit être capable de fonctionner selon des modes qui sont des modes qui permettent aux militantes et aux militants, aux députés, d'avoir voix au chapitre et de ne pas être simplement soumis d'une certaine manière à tout ce que dit le chef, tout ce que dit le noyau dirigeant, qui d'ailleurs est reproduit sur lui-même puisqu'il est coopté. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut gagner dans le pays. D'accord ? Mais donc, pour cela, précisément, cette enquête-là, moi je m'adresse aussi aux insoumises, aux insoumis, aux militants, aux sympathisants, pour leur dire, prenons maintenant notre destin en main et nous avons à ouvrir le chemin. Parce que pendant qu'on parle, là, le problème, c'est la trumpisation de la société. C'est grave. Pendant qu'on parle, c'est la Macronie qui impose toujours sa soupe néolibérale. On n'en peut plus. Donc, comment on ouvre un chemin qui est un chemin qui nous permet de gagner? Ça veut dire que vous estimez, au fond, Clémentine Autain, que le fait que ce livre mette en lumière une sorte de système, hein, ce sont leurs mots, le fait que désormais, et là je voudrais citer même le journal Libération, qui lorsqu'il parle de ce livre dans son éditorial, dit, au fond, les dissonances entre les prétentions démocratiques du candidat et le fonctionnement autoritaire du chef sont mis en lumière. Mélenchon ne demande pas seulement la discipline du groupe et la loyauté absolue, mais la dévotion
aveugle, celui qui doute trahit. Et le journal Libération, journal de gauche, qui dit même: le public a pu au fil des années être informé de ses accès de violence, par vous notamment, Clémentine Autain, de son goût pour les purges, mais l'enquête démontre qu'il ne s'agit pas de faits isolés qui peuvent s'expliquer par la violence du combat politique. Non, il s'agit d'un mode de fonctionnement assumé, et s'interroge sur les conséquences s'il accédait au pouvoir. Libération qui écrit: que donnerait de telles pratiques si Mélenchon entrait à l'Élysée? Je vous pose la question, Clémentine Autain. Mais le problème, c'est que pour l'instant, je ne crois pas que, en l'état, Jean-Luc Mélenchon puisse accéder à l'Élysée. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Pour accéder à l'Élysée, il va falloir rassembler à gauche. Et c'est l'un des problèmes d'ailleurs de cette culture politique, c'est qu'elle empêche que la France insoumise puisse être le moteur de ce rassemblement qui est indispensable pour la victoire. Et qui d'ailleurs est plébiscité par le peuple de gauche. On l'a vu dans un sondage, 8 Français sur 10 qui se disent de gauche veulent l'union des gauches et des écologistes. Donc la tâche aujourd'hui, moi ce matin, je ne suis pas venue pour commenter la meute, je suis venue pour envoyer un message. Maintenant, il faut se mettre au travail parce que taper sur LFI... Mais est-ce que ça veut dire que pour se mettre au travail, il faut commencer par assumer la rupture? Moi, j'assume avec cette pratique, moi, j'assume. Avec cet autoritarisme et avec ce que vous dénoncez depuis des années et qui fait qu'en effet, vous avez rompu. Et pardon, mais là-dessus aussi, je vous pose la question. Vous dites, on est arrivé à un point de rupture. Moi, je me souviens de vous au lendemain notamment des dernières législatives. Je précise d'ailleurs ici que vous êtes l'une des députées qui a été les mieux élues de France avec 62,65% des voix dès le premier tour. Et malgré cela, Jean-Luc Mélenchon ne vous compte pas dans les députés LFI. Il va sur TF1, il parle de 19 députés élus. Et bien lorsque vous comptez, vous dites: mais je comprends pas, on est 20. Et donc, malgré vos 62,65% des voix, vous n'êtes pas compté. Et vous déclarez à ce moment-là: j'ai donc compris que je ne fais plus partie du groupe. Oui, parce que j'ai soutenu mes camarades purgés. Voilà pourquoi je ne fais pas partie de ce groupe. Donc c'est une rupture parce que à la fois j'ai pris mes responsabilités en connaissance de cause et si tant de députés, tant de militants se taisent, c'est parce qu'ils ont peur d'être mis au banc et qu'ils ont peur du saut dans le vide, de ne pas savoir finalement où est-ce qu'on va et qu'ils ne veulent pas rompre avec ce qu'est le programme, ce qu'est cet ancrage politique. Il faut le comprendre, ça. Mais moi, je dis aujourd'hui que cette culture politique-là, elle nous amène dans le mur. Donc, il faut sortir de là. Et comment faire écoutez-moi, Apolline de Malherbe, Apolline de Malherbe, il faut se dire les choses. Taper sur Jean-Luc Mélenchon, qui est devenu un sport national, sur la LFI, sport national aussi, avec difficulté. Moi, j'ai pas envie d'hurler avec les loups, c'est-à-dire tous ceux qui sont nos ennemis politiques dans ce moment de néofascisme un peu ambiant qui est là dans notre société. C'est difficile aussi. Moi, je me reconnais pas dans le fait que c'est la priorité du débat médiatique depuis plusieurs jours. C'est quand même un problème. Donc, notre difficulté, c'est de comprendre que là, dans ce moment, notre tâche, c'est de créer une espérance et d'être capable de faire autrement et donc de faire mieux d'une certaine manière. Je comprends le désarroi dans lequel vous vous retrouvez, c'est pas Clémentine Autain. C'est pas du tout un désarroi, Apolline de Malherbe. C'est une détermination. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que dit, par exemple, la patronne des Verts, qui dit, Marine Tondelier, que c'est une façon de faire diversion, C'est juste que là, ça fait 10 minutes que je suis ici, Apolline de Malherbe, et que moi, j'ai envie de vous parler... Ça fait pas tout à fait 10 minutes, en l'occurrence, mais Clémentine Autain... Mais j'ai envie de vous parler des plans sociaux, du budget, de beaucoup de sujets qui intéressent les Français. Est-ce que le sujet, c'est pas précisément que cette rupture que vous avez actée, que François Ruffin a actée, que d'autres ont actée, comme vous le dites ce matin, pourquoi est-ce que d'autres qui pensent la même chose que vous ne le font pas? C'est à eux qu'il faut poser la question. Comment vous pourrez rassembler la gauche, puisque c'est votre ambition, si vous n'arrivez même pas à rassembler LFI? Écoutez, moi je pense qu'il faut rassembler les militants, les sympathisants, les députés de la France insoumise. Est-ce que ça peut se faire sans exclure Jean-Luc Mélenchon? Ça ne va pas se faire comme ça va se faire parce que ce que nous serons capables de construire va être attractif, va être dynamique, et que beaucoup ont peur que ce qu'on va mettre sur pied, finalement, soit une rupture avec l'idée générale que nous avons portée ensemble. Je trouve simplement, Clémentine Autain, que le fait de dire aux journalistes: ah mais vous parlez de cela et donc ça prend du temps sur les plans sociaux. Au fond, vous pourrez parler des plans sociaux, vous pourrez sauver la France comme vous le dites, si précisément vous êtes capable de faire l'union. Exactement. Est-ce qu'il ne faut pas précisément prendre le temps de comprendre comment le parti fonctionne, se libérer de ces dérives virilistes, comme vous le dites, pour pouvoir rassembler? Je l'ai fait. Vous l'avez fait, mais vous êtes un peu seul. Non,
je pense que je ne suis pas seule. Je pense qu'au contraire, la majorité du peuple de gauche est d'accord avec moi. Et probablement la majorité des députés, et probablement la majorité des insoumis, des militants, des sympathisants est d'accord avec moi. Moi, je l'ai vu. On vous a dit tremble. Mais on vous a dit tremble. Oui, c'est vrai, on m'a dit tremble. Je ne vais pas trembler, je vous rassure. Je le vois, mais Sophia Chikirou vous a dit tremble. Oui, elle a dit tremble, bien sûr. Oui, mais bon, écoutez, on va pas. Moi, je suis pas là pour commenter tout ça. Je suis là pour regarder devant, parce que l'heure tourne et qu'il nous reste même pas 2 ans pour être prêts pour l'élection présidentielle et que nous avons aussi des échéances municipales. Donc il faut se mettre au travail. Est-ce que cette enquête donc peut vous rendre service en quelque sorte? Il y en a qui pensent qu'il va suffire de taper sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise du matin au soir pour avoir une alternative politique. Vous ne pensez pas, par exemple, comme Raquel Garrido, qu'il faudrait potentiellement exclure Jean-Luc Mélenchon comme, et c'est la question qui lui avait été posée par Olivier Truchot et Alain Marchal, quand ils lui disent est-ce qu'il faut faire comme ORN qui a fini par exclure Jean-Marie Le Pen, elle répond oui. Mais moi, je ne suis pas la France Insoumise, donc c'est pas moi qui fais les exclusions. Et quand on veut rassembler, on commence pas par excommunier. Donc moi, je suis pour qu'il y ait tout le monde, d'accord? Toute la gauche et tous les écologistes. Et il faut arrêter de commencer le rassemblement en commençant par dire ceux qui n'y ont pas leur place. Tout le monde doit être au rendez-vous. Et il faut se mettre au travail. D'accord, vous comprenez? Au travail. Est-ce que ceux qui vous disent un jour tremble seront prêts à nouveau à travailler avec vous? Moi, je veux travailler au rassemblement et incarner une gauche franche et collective, d'accord, qui soit capable de relier non seulement les gauches et les écologistes, mais les classes populaires des villes et des campagnes. Je veux une gauche qui soit capable de réparer. Il y a beaucoup d'angoisse dans ce pays. Il y a beaucoup de casse sociale. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le plan écologique et à raison. Donc il faut réparer. Et je veux une gauche qui soit capable d'inventer. Donc inventer, ça veut dire aussi sortir de nos vieilles lunes et se mettre autour de la table de manière consciente que le pluralisme précisément, Olivier Faure, il dit il faudra une candidature unique, une candidature commune pour 2027 qui rassemble, je le cite, qui rassemble la gauche et les écologistes de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Est-ce que c'est aussi les contours de votre gauche? Moi, je suis pour rassembler toutes les gauches et tous les écologistes, sans exclusif. Je ne peux pas être plus claire avec vous, parce que quand on a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, quand on a, pour l'instant, dans les sondages, si nous sommes éclatés, une incapacité pour la 3e fois, Polybe de Malherbe, que la gauche soit au second tour. Eh bien, on arrête de se regarder le nombril et on se met au travail, ensemble, rassemblés. Et moi, toute mon énergie, elle va être mise pour ça, dans cet objectif-là. Et ça suppose de se tourner aussi vers les Françaises et les Français. Moi, je fais un tour de France en ce moment. Vous êtes partout en campagne, vous allez dans tous les départements, vous êtes clairement en campagne. Oui, et j'entends à la fois l'angoisse de nos militants, de nos sympathisants qui disent mais unissez-vous, faites quelque chose. Et j'entends aussi l'angoisse très très grande, profonde de tant de gens qui sont en souffrance parce qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas vivre de leur travail, parce que les services publics sont à l'abandon, parce que il y a encore sur les libertés publiques. Vous pensez à ArcelorMittal? Faut-il par exemple nationaliser ArcelorMittal face aux plans sociaux annoncés? Oui, je pense qu'il faut nationaliser. Surtout, je pense qu'il faut un plan pour l'industrie. Aujourd'hui, on a un État qui s'est dépossédé de sa capacité à agir. Il reste là, les bras ballants, totalement ballants. Et les plans sociaux arrivent les uns après les autres, alors qu'il y a 200 milliards d'aides publiques aux entreprises qui ne sont pas pilotées, sans contrepartie ni sociale ni environnementale, alors que la fiscalité n'est pas un outil et que nous ne nous donnons pas les moyens de nationaliser quand il faut sauver des emplois dans des secteurs stratégiques qui supposent aussi une transition écologique. Et je pense que l'État peut être lui-même directement en capacité de le faire, ou alors de donner aux salariés le pouvoir de reprendre les entreprises. Parce que ArcelorMittal, c'est 9 milliards de dividendes qui ont été redistribués aux actionnaires depuis 2020, et c'est 462 millions l'année dernière d'euros donnés par l'État sans contrepartie. Et Mittal, il s'en fiche. Il dit vous m'avez donné, c'est pas grave. Il faut imposer ces contreparties ou nationaliser. Clémentine Autain, on parle beaucoup d'industrie. Vous parlez beaucoup d'industrie. Il y a un autre plan social à bas bruit. C'est l'expression d'un Dominique Schelcher, le patron de Super U. Il parle de la fermeture de très très nombreux commerces et notamment dans le secteur de l'habillement. Au fond, on se demande presque si le commerce, c'est sale pour la gauche. On parle beaucoup d'industrie, mais on ne parle pas de ces commerces qui ferment.
Ah si, moi je suis très très attachée à cette question et je pense que la vitalité des petites villes notamment, elle est liée à ce commerce de proximité qui est à l'abandon. Et vous me parlez de ça, j'étais il y a quelques jours à Agen et j'ai discuté justement avec 3 indépendants. Ils se définissent comme indépendants, commerçants, artisans. Et c'est l'angoisse qui m'a été racontée. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent 70 heures par semaine, qui sont pas capables de se faire un salaire. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pas de salaire. Un libraire qui me raconte que pendant 6 mois, il se paye zéro. Zéro. Une esthéticienne qui va fermer boutique parce qu'elle paye sa salariée correctement, elle ne peut pas se payer et qu'elle n'en peut plus. Ça fait 15 ans. Est-ce qu'il y a un problème de charge? Est-ce qu'il y a un problème... Alors, c'est souvent ce que j'entends. Hein. Le premier fautif, alors moi je Parce parle pas de charge. Parce que quand vous dites elle paye sa salariée, mais elle se paye pas. Je parle de cotisation sociale. Donc pour moi, le premier problème, c'est que c'est pas possible qu'ArcelorMittal, puisqu'on en parlait, ou Auchan, parce qu'il y a les plans sociaux dans la grande distribution, c'est important, au fond, paie moins d'impôts proportionnellement que ce que paient les TPE et les PME. Donc je pense qu'il y a un besoin de justice fiscale pour faire en sorte que tout notre petit tissu de proximité, tout justement ce qui permet l'innovation... Mais faut-il, j'imagine qu'ils vous l'ont demandé, ceux que vous avez croisés à Agen, alléger ces cotisations sociales? Il faut les rééquilibrer entre les grandes et les petites, mais on a d'autres possibilités. Par exemple, la question du loyer est importante. Moi, je prends souvent l'exemple chez moi à Sevran, dans un des quartiers populaires, il y a une supérette. Cette supérette, c'est là où notamment les personnes âgées vont acheter une plaquette de beurre qui a été oubliée, vous voyez, des petites choses, alors que le gros est fait dans la grande distribution. C'est fondamental d'avoir un commerce de proximité à côté de chez soi. Pour le quotidien, pour pouvoir échanger aussi. Vous parlez peut-être davantage à votre petite supérette que dans un super grand hypermarché. Et pourtant, c'est pas rentable. Parce que si on ne vient chercher que la plaquette de beurre manquante, vous voyez bien que cette supérette, elle ne peut pas survivre. Eh bien, moi, je pense qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table et avoir, par le biais de la fiscalité, par le biais des aides, par le biais de la question des loyers ou de la tarification de l'électricité, donner les moyens à ces commerçants, ces artisans, ces indépendants de proximité qui contribuent, comme les services publics, au sentiment de déclin aujourd'hui des villes. Quand vous avez les services publics qui disparaissent, votre gare qui ferme, votre école qui ferme, ou alors des profs absents en chaîne, que vous avez votre RER qui est bondé, ou pas de TER, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça... Je vois très bien. Voilà. Et les déserts médicaux, et l'hôpital qui est en burn-out, tout ça, ça participe du sentiment d'abandon, d'humiliation, d'incapacité à vivre dans la dignité. Et donc partager davantage et avoir une fiscalité. C'est l'esprit public. C'est l'esprit public. L'esprit public, c'est d'ailleurs le nom de votre livre, puisque vous publiez un livre sur l'avenir de la France qui sera l'esprit public. Et l'esprit public, c'est quoi, Apolline de Malherbe? C'est pas simplement les services publics, même si c'est fondamental. C'est de dire que le poisson, il pourrit par la tête. Il pourrit par la tête parce que ceux qui nous gouvernent depuis trop longtemps ont abandonné le bien commun, l'objectif d'égalité, l'universalité, d'accord? L'universalité. Et tout est marchandisé. L'universalité, Clémentine Autain. Tout est marchandisé. Clémentine Autain, vous n'étiez pas... C'est démarchandiser la société. Vous n'étiez pas dans l'hémicycle parce que vous étiez en effet à Agen lorsqu'il y a eu ce vote sur la libération de Boualem Sansal. Boualem Sansal, c'est cet écrivain franco-algérien de 80 ans qui est donc enfermé en Algérie. Auriez-vous voté en faveur de cette demande? La demande que Boualem... Excusez-moi. Alors, vous n'étiez pas à l'Assemblée, j'ai passé 3 jours enfermée en Dordogne, à Agen, donc je ne sais pas qu'elle était... Vous n'étiez pas complètement enfermée, mais il y a eu cette proposition donc, sur la libération, pour demander la libération de Boualem Sansal, la retranscription de ce qui avait été demandé déjà au niveau européen, et LFI a voté contre à l'unanimité, 28 députés, le reste des députés présents ayant très majoritairement... Moi, je suis pour la libération de Boualem. Vous auriez voté Sansal. C'est une évidence pour moi que c'est inacceptable qu'il soit emprisonné pour ses idées. Et je pense que quand on défend la liberté d'expression, la liberté des écrivains, ça peut pas être juste la liberté des écrivains qui pensent ou qui écrivent comme nous, on a envie qu'ils écrivent. Voilà, donc si je vous précise cela, c'est parce qu'Éric Coquerel, par exemple, donc de la France Insoumise, a refusé donc de voter cette idée parce que, dit-il, il craint l'instrumentalisation de l'affaire pour régler des comptes diplomatiques avec Alger. Mais c'est un vrai sujet aussi coloniale. Excusez-moi. Mais ça n'aurait pas justifié à vos yeux de voter contre. Apolline, c'est pour ça que
j'ai eu une hésitation. Je n'ai pas assisté au débat. D'accord, je n'étais pas présente, donc je n'ai pas lu le détail et entendu le détail de la discussion. Moi, j'ai un principe et je vous le dis, je suis très claire là-dessus. J'aurais voté s'il s'agit, bien sûr, de pour mes collègues, libération. de demander sa libération. Mais je suis aussi attentive au fait que nos relations avec l'Algérie soient correctes et qu'il n'y ait pas une instrumentalisation, comme le fait Bruno Retailleau, pour des éléments intérieurs, pour nous distiller. Mais qu'est-ce qu'il a à son faire venin. avec ça, Boualem Sansal? Ah ben, il n'a rien à faire avec ça, mais c'est pas parce qu'il n'a rien à faire avec ça que nos dirigeants français, eux, n'instrumentalisent pas, et l'extrême droite en particulier, cela au nom aussi d'une défense de la liberté qui est à géométrie pour le moins variable et dans une vision parfois néocoloniale, dans une vision parfois néocoloniale des choses. Mais il est clair pour vous que, en tout cas, la liberté des écrivains doit être, y compris pour ceux qui ne pensent pas comme vous. Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, merci d'être venue dans ce studio ce matin. Il est 8h53 sur